La vague de Todd Strasser, chapitre 1, résumé et présentation des personnages. Donc, dans ce premier chapitre, on est dans une école et on va surtout découvrir des personnages. Donc, le but de ce premier chapitre, c'est surtout de retenir un petit peu qui est passé dans cette histoire. Donc, le premier personnage qu'on nous présente, c'est Laurie Sanders. Elle est rédactrice en chef au journal de l'école. Et on la voit en train de mâchouiller son stylo, elle est un peu stressée parce qu'elle trouve que les autres élèves, ils sont pas assez impliqués, ils sont tous en train de bronzer, fumer des cigarettes, alors qu'elle, elle se soucie que le journal paraisse à l'heure. On la retrouve un peu plus tard et on apprend que c'est une bonne élève qui a des A partout. Sa copine, c'est Amy Smith, donc elle s'ennuie, elle est en classe et elle la voit dans le couloir, elle fait des grimaces à travers la porte pour la faire rire. Et puis elle finit par se faire attraper par le prof. Donc Amy Smith, la copine qui est à l'intérieur, c'est aussi une bonne élève, on apprendra qu'elle a aussi un A. Donc on a aussi les professeurs, on a Monsieur Gabondi, qui est le professeur de français, lui il est décrit comme toujours transpirant, ennuyeux, voilà, c'est un prof pas très intéressant. Ben Ross, il est prof d'histoire, lui il y a un grand moment où on parle de lui, où on le décrit, donc il est en train d'essayer de réparer un rétroprojecteur, il n'arrive pas à l'installer, on dit qu'il n'est pas du tout doué en pratique, mais c'est un professeur qui est très enthousiaste, qui est plein de bonne volonté, qui fait beaucoup réfléchir les élèves, il fait des exercices pratiques. Par exemple, quand il fait étudier la politique, il partage la classe en deux et il leur demande d'avoir chacun un parti politique différent. Donc ce professeur qui est très enthousiaste, il crée un peu de jalousie parmi les autres collègues. Il y en a qui le trouvent intéressant et drôle, et il y en a d'autres qui trouvent qu'au contraire, ses méthodes, elles sont pas très classiques et qu'il va finir par s'enlacer. On apprend aussi que sa femme, Christy, est prof de musique. Ça fait un personnage en plus. Et c'est elle qui gère les trucs pratiques à la maison, parce que Ross, il est nul en trucs pratiques. On entend parler encore de plusieurs élèves. Brian Amon, lui, il est quarterback, c'est un mauvais élève, il a eu un D. Il y a Robert Billing qui a aussi eu un D. Lui, c'est un peu le souffre-douleur de la classe. Tout le monde se moque de lui. Ils disent que son pantalon, il traîne, il est mal coiffé, etc. Et on entend aussi parler de David Collins. Lui, c'est un grand et beau joueur de foot, copain de Amy. Et c'est lui qui, en arrivant, va aider le professeur à régler le rétroprojecteur. On a un autre personnage qui est cité rapidement, c'est Brad. Lui, ils disent qu'il tourmente Robert. Donc le paria, quoi, celui qui n'est pas populaire, il se moque de lui et le professeur intervient parce que ça l'inquiète de voir tout le monde comme ça mal se comporter avec Robert Billing. Donc voilà, on nous a présenté les personnages, je résume. À l'école, il y a en élève Laurie et Amy, deux bonnes élèves, une qui est rédactrice en chef. On a Brian qui est quarterback, mauvais en classe, mais sportif. Robert Billing, le souffre-douleur. David Collins, grand, beau et copain avec Amy. Et Brad qui a embêté Robert. Voilà, donc le petit tour des personnages, ça aide après à comprendre bien l'histoire parce qu'on se rappelle qui est qui, et savoir qui est qui dans un roman, c'est quand même quelque chose qui aide après à les reconnaître et à comprendre l'histoire. Donc le premier chapitre, il est important pour avoir présenté tous les personnages. On se doute qu'il y a quelque chose qui va émerger, parce que déjà on connaît un peu l'histoire, on sait que la vague, c'est l'histoire d'une dictature qui se met en place dans la classe, donc c'est important de voir les relations qu'ils ont les uns avec les autres et comment ils vont évoluer, qui va se révéler être bon ou mauvais face à quelque chose qui se présente comme une dictature. Donc la lecture du chapitre, je ne la mets pas en ligne parce que j'ai vu qu'elle y était déjà. Mais si vous avez des questions sur le premier chapitre, il ne faut pas hésiter à les poser. Et évidemment, c'est toujours bien mieux de lire le texte que de l'écouter parce qu'on s'imprègne mieux de l'histoire. Mais si vous voulez l'écouter, c'est possible aussi. L'important, c'est de comprendre le message. Après, savoir lire et se débrouiller pour déchiffrer et emmagasiner rapidement des informations, c'est aussi un atout dans la vie. Donc savoir lire, c'est important. Mais c'est dommage de passer à côté de l'histoire parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans la lecture. Voilà, donc peut-être que vous aurez envie d'aller relire le premier chapitre ou lire les suivants. Bon courage! La vague de Todd Strasser, chapitre 2, résumé. Donc l'action, elle est très simple. En fait, le professeur met un film sur la Seconde Guerre mondiale, un film assez choquant où on voit des gens dans les camps de concentration et on entend qu'il y a eu des millions de morts, etc. Et en même temps, le professeur, qui est un bon professeur, explique un petit peu comment le nazisme est arrivé avec
la grande question qui turlupine les élèves, comment ça se fait que les gens ont pu laisser faire des horreurs pareilles. Voilà, ça c'est à peu près la seule chose qui se passe concrètement dans le chapitre. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que les élèves vont tous un petit peu se positionner par rapport à ça. Donc déjà, le prof, il dit que c'est une école dans laquelle les élèves viennent tous de familles bourgeoises et stables. Donc c'est des enfants qui ne sont pas habitués à voir des choses aussi choquantes. Bon, après, même dans les familles pas bourgeoises, il n'y a pas grand monde qui voit des camps de concentration quand même. Donc on va voir un petit peu comment réagissent tous les personnages qu'on a déjà présentés au chapitre 1. Alors déjà, pendant le cours, Robert, il dort. Vous vous rappelez de Robert, c'était celui qui était un peu le souffre-douleur. Lui, il somnole et il semble pas prêter attention au cours. Amy et Laurie, elles sont bouleversées. Il y a même Laurie à un moment qui verse une larme. Ce qui leur pose vraiment problème, c'est pourquoi le reste de la population n'a rien dit. Et le prof, il répond qu'il ne sait pas trop, mais que les nazis étaient très forts. Ensuite, on a Eric, c'est un personnage dont on n'a pas parlé au premier chapitre parce qu'il n'était pas cité. Donc c'est un lycéen qui est noir. Il dit que c'est impossible de tuer 10 millions de personnes sans que ça se voie. Et donc alors à chaque fois quand Eric dit quelque chose, Brat, il semble aller dans son sens. Chaque fois il dit que c'est vrai, ou il dit moi aussi je pense pareil. Donc Eric il dit c'est impossible de tuer 10 millions de personnes sans que ça se voie. Et il dit aussi quelque chose, il dit moi je n'aurais pas laissé faire. Et Brat, lui, il dit oui, c'est vrai que c'était pas possible que les autres ne l'aient pas vu. Et quand il dit moi, j'aurais pas laissé faire, Brat, il dit moi aussi, j'aurais pas laissé faire. Donc le prof, il explique que 10% de nazis, comment est-ce qu'ils ont pu faire pour commettre des horaires pareils? Les autres n'étaient pas armés. Ensuite, le nazisme, c'est paradoxal, mais ça a apporté un espoir parce que le pays, il était dans un état de grande pauvreté et les gens étaient très démoralisés, ils avaient perdu une guerre. Et le nazisme, eh ben, il se disait peut-être que finalement, c'est pas plus mal parce que ce sera mieux qu'avant avec le nazisme. Donc il y avait un espoir et il y avait aussi l'effet de soumission à l'autorité et le fait de suivre, c'est-à-dire que les gens avaient peur, donc ils suivaient simplement les choses sans se rebeller. Ensuite, il y a la sonnerie qui arrive. Et pendant la sonnerie, les élèves arrêtent le cours parce qu'ils veulent aller manger. Et il y a David, dont on parle. Vous vous rappelez, David, c'est le sportif, c'est aussi le petit copain de Laurie. Et ils disent qu'il a sauté son petit déjeuner et que c'est un garçon qui a besoin de beaucoup manger. Donc, directement à la fin du cours, lui, il part parce qu'il veut aller manger. Et il y a sa copine qui dit attends, je veux poser des questions au prof. Et lui, il hésite un petit peu parce qu'il veut attendre sa copine, mais en même temps, il a très envie d'aller manger. Et c'est un petit peu la position de celui qui pense à son ventre, parce que les idées, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui nourrit. Et David, lui, il s'intéresse pas trop à toutes ces histoires parce qu'il veut aller manger. Voilà. Ensuite, à la fin du cours, il y a Robert qui essaye de passer discrètement, mais le prof, donc Ben, l'interpelle. Et il lui dit qu'est-ce qui se passe? Toi, tu manques de sommeil, pourquoi est-ce que tu dors pendant le cours? Et en fait, le prof, il essaye d'avoir un lien avec Robert, mais il n'y arrive pas. Parce que Robert, c'est ce que le prof appelle un cas difficile. C'est le petit frère d'un garçon qui s'appelait Jeff et qui était une vraie star. Et donc, du coup, lui, il n'arrive pas à être à la hauteur de son frère. Et plutôt que d'être comparé, il préfère encore complètement lâcher. Et c'est pour ça qu'il est complètement négligé et qu'il s'occupe pas de grand-chose, qu'il ne se rebelle même pas quand les autres se moquent de lui ou l'embêtent, parce que de toute façon, il est très démoralisé. Et le prof essaye d'établir un lien avec lui. Voilà, donc on a revu un petit peu tous les personnages qu'on avait vus au premier chapitre. On résume pour se rappeler un petit peu de chacun et de sa position. Amy et Loris, elles sont bouleversées et tristes. Eric, le lycéen noir, lui, il est révolté. Il dit qu'il n'aurait pas laissé faire. Brat, il semble être d'accord avec Eric. David, lui, il part parce qu'il a faim. Et Robert, lui, il a dormi pendant tout le cours. Et on voit qu'il y a un mal-être et le prof essaye de s'intéresser à lui et de se soucier de lui. Voilà, donc on a vu tous les personnages. L'action, c'était simplement une discussion dans la classe, mais on voit l'intrigue se mettre un petit peu en place. On voit comment chacun réagit par rapport à la barbarie en théorie. Après, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir un peu un mouvement dictatorial qui va se lancer dans la classe et on va voir les gens qui ont dit quelle était leur position en théorie. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir la même position en pratique? Et en plus, en général, il n'y a pas des bons ou des méchants, ça va être quelque chose de plus subtil. On va voir comment est-ce qu'on arrive
à devenir partie prenante, parce que quasiment tout le monde va participer à la vague. On va voir comment et pourquoi tous ces personnages vont évoluer, alors qu'au début, évidemment, tout le monde est contre le nazisme. Personne dit c'est bien, tout le monde est contre, mais pourtant on va arriver en pratique à un mouvement autoritaire auquel tout le monde adhère. On va essayer de voir pourquoi et comment. La vague de Todd Strasser, chapitre 3, donc le résumé de l'action et la position de chaque personnage. L'action, elle est assez simple. Les élèves sont sortis de la classe après la présentation du film sur les camps de concentration et ils sont partis manger. Et l'action suivante, ce sera dans le local de rédaction du journal de l'école. Donc dans la première partie de ce chapitre, on retrouve David qui était parti pour manger parce qu'il avait faim, qui était parti tout de suite à la fin du cours. Il a déjà commencé son repas. Alors pendant tout le chapitre, on nous dit que les garçons mangent beaucoup parce que c'est des footballeurs et qu'ils veulent être forts et que pour être fort, il faut beaucoup manger. Et les filles, elles pinaillent un peu, elles mangent un petit peu, etc. Et elles bavardent beaucoup. Donc David, il est en train de manger. Laurie arrive, elle s'installe vers lui. Et il parle un petit peu du documentaire sur les camps de concentration. Donc on voit qu'ils n'ont pas les mêmes positions. Laurie, elle dit qu'elle est triste et qu'elle est choquée. Et David, lui, il semble un peu plus indifférent, mais Laurie, elle est fâchée qu'il soit indifférent. Alors il dit, c'est pas que je m'en fous, c'est que je pense que dans notre monde moderne, ça ne pourrait plus arriver. Ça appartient au passé. En même temps, il voit Robert passer. Donc Robert, c'est un petit peu le paria. Il cherche une place pour s'asseoir, mais il commence à manger avant d'être assis, il mange debout, il se tâche. Il trouve une place libre et quand il s'installe, il y avait 2 filles à côté et elles se lèvent et elles partent parce qu'elles ne veulent pas être assises à côté de lui pour le repas. Donc ils disent, est-ce que ce serait un intouchable? Un intouchable, c'est une caste en Inde de personnes qui sont méprisées par le reste de la population, qu'on peut ni toucher, ni regarder et avoir aucun contact avec eux. Donc voilà, il y a David qui dit que sa mère, elle est amie avec la maman de Robert et qu'elle parle jamais de son fils, qui est beaucoup moins important pour eux que leur frère, enfin que son frère. Il a un frère qui est plus important aux yeux de ses parents, d'après ce qu'on comprend. Et elle dit qu'il a fait un test et qu'il n'a pas de retard mental, il n'est pas débile, mais il est juste bizarre. Ensuite, il y a Amy et Brian qui arrivent. Ils se querellent pour prendre la place vers eux. Donc Brian, il est copain avec David, ils sont tous les deux footballeurs. Et Amy, elle est copine avec Laurie. Et puis, ils se chamaillent un petit peu. Amy, elle dit, donc Laurie, elle dit, c'est bon, il y a cette place, asseyez-vous. Amy, elle dit, oui, mais alors avec des gros gaillards comme eux, c'est pas une place qu'il faut, c'est 3 places, etc. Ils se querellent un petit peu. Et on voit que Laurie... non, Brian. Donc Amy, elle dit qu'il est stupide. Elle le présente comme un footballeur qui a rien dans la tête. Mais en fait, après, Amy et Laurie partent dans la salle de rédaction du journal et à un moment, ils parlent de mariage. Donc Amy, elle dit que si Brian, il voulait l'épouser, elle y réfléchirait bien. Donc on voit que Amy, elle est intéressée par Brian, même si elle dit qu'il est stupide. Et Laurie, elle dit qu'il n'est pas question d'épouser David, qu'ils sont beaucoup trop jeunes et que la question ne se pose pas. Et on voit aussi qu'il y a de la concurrence entre les 2 copines, Amy et Laurie. Parce que Amy, elle pense que Laurie a un copain, elle n'en a pas, et alors il lui en faudrait un. Et elles sont toujours en concurrence sur 3 points, l'école, la popularité et les garçons. Et elle dit que c'est dommage de vivre comme ça, toujours en concurrence. En fait, elles sont dans le local du journal, mais il n'y a personne qui est venu. Comme la dernière fois, Laurie, c'est la seule qui a le souci de faire éditer le journal. Le reste de l'équipe de rédaction, ils participent pas vraiment et ils sont pas sérieux. Et Amy, elle participe pas au journal, mais elle vient comme ça, elle peut être avec sa copine et elle fume une cigarette à la fenêtre. Elle ferme la porte à clé. Comme ça, si quelqu'un entre, elle jette la cigarette par la fenêtre et personne ne voit qu'elle a fumé. Et en fait, justement, il y a quelqu'un qui toque à la porte et c'est Monsieur Owen, le principal. Alors attention, grosse action. Monsieur Owen toque à la porte et rapidement les filles se dépêchent. Elles disent: ah, on n'a pas fait exprès de fermer la porte. Monsieur Owen se fâche. Elles jettent vite la cigarette. Elles ouvrent toutes paniquées et c'était une blague. C'est là qu'arrivent 2 nouveaux personnages qui sont Carl et Alex. Donc c'est aussi des élèves qui participent à la rédaction du journal de l'école. Carl, lui, ils disent que son travail c'est l'investigation. Il est grand, blond et mince. Et Alex, lui, il est critique musical, il est brun et trapu.
En fait, ils ont fait une blague, ils ont fait croire que c'était le principal, mais c'était eux qui étaient derrière la porte et du coup, ils ont fait peur aux filles. Alors, Amy, elle est fâchée, elle dit: «Oh, j'ai gaspillé une cigarette à cause de toi» et Laurie, elle en profite pour leur dire: «Bon, moi, je suis fâchée parce que, il faut qu'on rende le journal de classe, enfin le journal de l'école et j'ai pas encore vos articles» et alors ils font encore une blague, il y en a un qui dit: «Ouh là là, j'ai un avion à prendre» et l'autre qui répond: «Bah, je vais te conduire à l'avion» et en fait, Karl et Alex, c'est 2 petits comiques. Ils disent: «C'est les farceurs les plus célèbres de l'école». Et voilà, donc c'est comme ça que se termine le chapitre. Eux partent. Laurie, c'est la seule qui est sérieuse, qui veut pas se marier et qui veut faire le journal pour l'école. Amy est un peu jalouse de sa copine. Carl et Alex, c'est 2 nouveaux personnages qu'on découvre. David et Brian, c'est les deux beaux garçons, grands, forts et qui jouent au football. Et on a toujours Robert qui est rejeté, quoi qu'il fasse, même pour aller manger, qui vit, un petit peu en marge des autres et qui est tout le temps rejeté. Voilà pour le résumé de ce chapitre-là et pour la position que prend chacun dans ce chapitre. La vague de Todd Strasser. Résumé du chapitre 4. Donc le chapitre 4, il est très court et très simple. On se rappelle que Ben Ross, le professeur d'histoire, il a proposé à ses élèves de regarder un film sur la Seconde Guerre mondiale pendant le cours. Et quand tous les élèves sont partis, ils ont posé beaucoup de questions et ils ont laissé Ben Ross préoccupé. En fait, les questions de ses élèves, il n'a pas vraiment su y répondre parce qu'il dit que finalement, ce qui s'est passé pendant le Troisième Reich, c'est-à-dire pendant la période nazie en Allemagne, c'est incompréhensible. On ne peut pas vraiment dire pourquoi est-ce que les gens sont devenus comme ça nazis, pourquoi est-ce qu'ils ont tous adhéré et pourquoi est-ce qu'il y a eu si peu de résistance. Donc Ben Ross, qui n'a pas su répondre et qui est perturbé de ne pas pouvoir aider ses élèves, il a emprunté des livres à la bibliothèque et il est rentré chez lui pour essayer de réfléchir à la question. Il a, il a dit que finalement, enfin il a réfléchi pour lui-même en concluant que finalement il faudrait peut-être créer une situation similaire pour pouvoir le ressentir, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans les livres ou qu'on peut expliquer. C'est quelque chose qu'il faudrait ressentir, comment la pression du groupe a pu pousser les gens à accepter le nazisme. Donc il rentre chez lui et il étudie. Les actions sont très simples. Dans sa classe, il réfléchit et il se dit comment on en est arrivé là. Il passe à la bibliothèque, il prend des livres et il bachote chez lui. Il relit les livres et il essaye de chercher des réponses. Il y a 2 personnages qui sont présents dans ce chapitre. Donc Ben Ross qui se pose des questions et Christy, sa femme, qui rentre à 23 heures d'une partie de tennis parce qu'après elle a été mangée avec une amie. Donc elle arrive et elle trouve son mari en train de lire encore des livres et elle lui dit qu'il travaille bien tard et Ben Ross il répond que c'est parce qu'il fait des recherches sur un projet qui lui tient à cœur. Et là Christy, elle parle un peu de son mari, elle nous présente son caractère. Donc dans le caractère de Ben Ross, on voit que c'est quelqu'un qui fait toujours les choses à fond. Elle parle de l'époque où il étudiait les Indiens. Et ben, il a été rencontrer des vrais Indiens, il a lu tout ce qu'il trouvait sur les Indiens, il a même invité des gens de, de- des Indiens, voilà, des Indiens des réserves indiennes qui existent en Amérique, j'imagine. Il les a invités chez lui pour les rencontrer. Donc il a été à fond dans ses recherches. Elle donne encore un autre exemple. Elle dit le bridge, c'est un jeu de cartes. Quand elle lui a appris à jouer, parce qu'elle connaissait le jeu et lui non, il a voulu vraiment aller à fond, bien comprendre les règles, bien comprendre les stratégies et devenir meilleur qu'elle. Il voulait tout le temps jouer. Alors elle en avait marre parce que lui, il voulait tout le temps jouer, jouer. Et ensuite, il a continué à jouer avec des gens encore autour de lui et il s'est arrêté quand il a remporté un tournoi local parce qu'il était à court d'adversaires. Donc ce qu'elle veut dire, c'est que son mari, c'était le meilleur, qu'il avait réussi à gagner tout le monde parce que, alors c'est pas seulement qu'elle le trouve merveilleux, son époux, mais c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui se met à fond dans ce qu'il fait. Donc là, on voit qu'il est à fond dans cette histoire de nazisme et qu'il va jusqu'à étudier tard dans la nuit. Et elle finit par lui dire: ne fais pas de bruit quand tu vas te coucher, enfin si tu vas te coucher. Donc ça sous-entend à la fin du chapitre qu'il va passer toute la nuit à réfléchir à la question du nazisme. Voilà, et le chapitre 4 se termine comme ça. Il est très court, 2 actions, il sort de l'école, il rentre chez lui, il étudie et sa femme rentre du tennis et elle se couche. La vague de Todd Strasser, résumé du chapitre 5. Alors, dans le chapitre 5, l'action, c'est un cours de Ross, donc on est de nouveau de Ben Ross, donc on est de nouveau dans la classe,
et il va enseigner à ses élèves ce qu'il appelle la force par la discipline. Donc il n'y a pas vraiment d'événements qui se passent, il les entraîne à s'asseoir, se lever, à obéir à des ordres très stricts et à agir de façon disciplinée. Tout à la fin, on voit un petit peu les élèves partir en pause et on voit Ben Ross chez lui. Mais globalement, quasiment tout le chapitre se passe dans la salle de classe. Donc ce qui est intéressant, c'est un petit peu de voir ce que chaque personnage dit et fait et pense pendant ce chapitre. Alors, le professeur Ben Ross, lui, alors, ce qu'il fait évidemment, c'est de mettre en place son cours sur la discipline. Donc, il arrive, il écrit sur le tableau la force par la discipline et il devient un petit peu comme un sergent instructeur, c'est le mot qui est utilisé, pour apprendre aux élèves à exécuter les gestes et les mouvements, à, à- à répondre à ces questions de la façon dont lui leur ordonne de le faire. En fin de chapitre, Ben Ross, quand il est avec sa femme, il dit qu'il est quand même assez surpris de voir à quel point les élèves ont vraiment bien obéi. Et il dit par exemple à la fin, quand il y a eu la sonnerie, ils sont tous restés immobiles. Et on avait vu dans le premier chapitre qu'en général, entrer en classe et sortir de classe, c'est toujours quelque chose qui se fait dans un brouhaha pas possible. Et là, ils entrent, ils apprennent à entrer dans l'ordre et en discipline, c'est-à-dire les uns après les autres. Et au moment de partir, quand la sonnerie retentit, les élèves ne se lèvent pas, ils attendent que Ben Ross leur donne l'ordre. Et alors sa femme, elle rigole, elle dit: «Mais c'est des monstres, c'est pas possible, comment tu as pu obtenir d'eux qui restent assis quand la sonnerie sonne?» Et donc Ben Ross sourit un peu, mais il est quand même fasciné par ce qu'il a fait et il est un petit peu aussi fier de lui et pris au jeu d'avoir réussi à discipliner aussi bien sa classe. Ensuite, on a Robert Billing, donc en début de chapitre, quand ils entrent la première fois où c'est le bazar, on voit qu'encore une fois, quelqu'un l'embête, c'est Brat, il lui colle un papier dans son dos où il y a écrit «Je suis un âne». Et lui, il tortille le fil des rideaux, enfin bon, il est de nouveau négligé, mais par contre, quand le cours est axé sur la discipline, et ben là, d'un coup, il se redresse, et le prof le prend comme exemple en disant: «Regardez comme il est bien assis, quand on dit asseyez-vous bien, lui, il a la position parfaite». Et du coup, il se retrouve valorisé dans ce cours où on demande une discipline parfaite. Étonnamment, Robert Billings se prend au jeu aussi. À la fin du chapitre, on reverra Robert Billings dans sa chambre en train d'essayer de mettre de beaux habits et de réciter des leçons, de répondre à des questions imaginaires et à s'observer dans la glace en essayant de se trouver beau et d'avoir une bonne posture. Donc on voit que pour Robert, c'est un peu une restauration de l'image de lui-même, d'avoir découvert ce rapport à la discipline. Ça semble beaucoup lui avoir réussi. En fait, au début, quand ils rentrent tous dans la classe, ils inversent l'ordre. Ils mettent les derniers en premier pour éviter de se bousculer. C'est une idée de David. Et Robert Billings, du coup, il se retrouve le premier vu qu'il est toujours le dernier au fond de la classe. Et alors, Brat fait une blague pour rire, un peu continuer à se moquer. Il dit: «Regardez, c'est notre nouveau premier de la classe». Mais en fait, c'est un peu prémonitoire parce qu'en effet, Robert Billings, il va être complètement fan de cette idéologie et il va être le premier à vouloir faire de son mieux pour obéir le mieux possible. Alors, il y a un personnage qu'on voit rapidement, c'est Andrea, une fille qui apparemment est danseuse. Et quand au début, Ross essaye de captiver la classe, il dit «Regardez Andrea, est-ce que tu ne sais pas que pour pouvoir obtenir un résultat, par exemple toi qui es danseuse, tu sais qu'il faut beaucoup de patience, d'abnégation et de discipline?» Et elle dit oui. Donc, on revoit encore Amy au passage, qui est appelée la chouchoute par Brad encore. Brad semble être celui qui embête tout le monde parce que le prof l'appelle au tableau et en fait, ce qu'il lui demande, c'est de bien se positionner sur sa chaise devant tout le monde pour montrer comment on doit être assis en cours, en dégageant ses poumons, en tenant la colonne vertébrale droite, etc. Et il leur montre qu'avec une bonne position, on est beaucoup plus capable d'écouter le cours et on est beaucoup plus disponible. Et tous les élèves l'imitent. Ensuite, on a encore David qui, lui, se trouve que c'est une bonne idée de donner des ordres comme ça et il s'interroge, lui, par rapport à son équipe de foot. Il dit: «Dans notre équipe de foot, on est désordonné et c'est pour ça qu'il y a autant de bazar et ce serait quand même bien si on arrivait à avoir une aussi bonne discipline». Il en parle à Brat et Brat dit que c'est qu'un jeu. En fait, Brat, lui, pendant le cours, au début, il était un petit peu réticent et à la fin, il s'est aussi pris au jeu parce que le prof l'a réprimandé devant tout le monde à un moment en lui disant «Fais mieux» et alors lui aussi s'est mis à faire mieux. Qui est-ce qu'on a encore comme personnage? Est-ce qu'on a oublié personne? Non, je crois qu'on a fait le tour.
Donc, oui, il y a Laurie à un moment. Donc, vous vous rappelez, Laurie, c'est la fille parfaite qui réussit toujours tout, qui répond à une question spontanément, mais le prof fait claquer sa règle et il se fâche et lui dit non. Alors, elle qui avait répondu juste à la question, elle ne comprend pas pourquoi d'un coup elle se fait réprimander, et c'est parce qu'elle ne s'est pas levée et elle n'a pas pris la bonne posture pour répondre. Et on voit que même Laurie, du coup, elle se rassoit et enfin, elle se relève et elle exécute les gestes qu'il faut exécuter quand on répond aux questions. Donc on voit que Laurie aussi, elle se soumet, mais par contre, c'est la première fois qu'elle s'est fait réprimander, alors que d'habitude, elle est toujours la bonne élève. Voilà, donc le chapitre se termine comme ça. Chacun a eu un petit peu l'occasion encore de montrer quelle place il prenait dans cette classe et comment est-ce qu'il réagissait face à ce début d'autorité. Et le chapitre se termine comme ça. La vague de Todd Strasser, résumé du chapitre 6. Donc, dans le chapitre 6, on a la salle de classe et Ben revient encore une fois pour donner cours. Donc quand il arrive, il est surpris parce qu'il trouve tous les élèves parfaitement bien rangés, disciplinés. Et donc du coup, il poursuit dans sa lancée. Il dit donc quelle nouvelle force on a découvert. Donc ils ont découvert la force par la discipline. Et il dit, et qu'est-ce qu'on va ajouter? Alors, à la discipline, il écrit qu'on va rajouter la communauté. Avant, la personne qu'il a interrogée, c'était Robert, parce que Robert Billings, il était impeccable avec ses cheveux bien coiffés, une chemise, un beau costume. Et quand il l'a interrogé, il s'est mis debout, bien droit, à côté de son bureau, en faisant le salut. Donc, Robert devient un petit peu le bon exemple. Donc il y a quand même, on entend qu'il y en a qui disent ouais, on n'a pas que ça à faire ou qui marmonnent un petit peu, mais tout de suite le reste de la classe les recadre. Donc en fait, quand quelqu'un essaye de s'écarter du groupe et à dire que c'est pas normal, les autres en fait interviennent et ça fait une pression de groupe. Dans ceux qui n'ont pas tout de suite emboîté le pas pour faire les saluts et pour réciter, il y a Brat et Laurie. Mais finalement, ils se font absorber par le rythme et ils se joignent aux autres et ils font pareil que tout le monde. Ensuite, l'étape suivante, ils sont en train de parler football, Eric et David, donc qui sont joueurs pour l'équipe, et ils ont peur de perdre parce qu'ils vont jouer contre une équipe qui est très forte. Mais David, il dit ce serait bien si on réussissait à avoir la même discipline pour s'entraîner et la même bonne organisation que la vague dans notre équipe de foot. Donc en fait, David, il en parle un petit peu aux autres, mais Eric, il est un peu hésitant parce qu'il n'a pas l'autorisation du prof, de Ben Ross, avant d'en parler, donc il trouve que c'est moyen d'en parler aux autres sans l'autorisation. Donc il demande l'avis de Brian sur l'idée d'importer le principe de la vague dans l'équipe de foot. Et en même temps, Brian, lui, il dit, moi je m'en fous, la seule chose que je veux, c'est gagner, mais l'équipe contre laquelle on va jouer, c'est Clarkston, et ils sont super forts. Et à côté, il y a un nouveau personnage qu'on ne connaissait pas qui s'appelle Dutch. C'est un plus jeune qui essaye toujours de prendre la place de David et qui dit «Ah, alors t'avoues que t'as peur» et du coup, on voit qu'il y a de la tension entre eux. Il essaie toujours de prendre la place de Brian, pardon, et David, il dit «Bah voilà, si on avait été avec la vague, on serait unis à la place d'être désunis en train de se disputer. Et c'est avec cette unité et avec cette vague qu'on pourrait gagner». Donc à la fin du chapitre, Eric est d'accord avec David et Brian et puis ils choisissent de initier le reste de l'équipe à la vague et la première chose qu'ils leur apprennent, c'est à faire le salut. Et le chapitre se termine comme ça. Donc pour résumer les 3 événements importants de ce chapitre, les élèves eux-mêmes se motivent les uns les autres à servir la vague. Le deuxième élément important, c'est que la vague s'exporte dans le football par exemple et l'autorité de Ben Ross semble assise aussi bien d'un côté que de l'autre. Quand il est en classe, c'est lui le prof, c'est lui qui dirige les élèves. Et quand il n'est pas là, par exemple au football, on s'en réfère à lui. Voilà, fin de ce chapitre. La vague, chapitre 7, résumé. Donc ce chapitre, il se passe dans un autre décor. Pour la première fois, on est dans une famille, c'est la famille de Laurie. Et on rencontre ses 2 parents. Donc sa mère, elle est femme au foyer, mais elle est très investie dans tout ce qui est relations sociales et elle est très critique. Et son père, c'est apparemment un industriel. Il a une industrie, je ne sais plus de quoi, mais c'est un chef d'entreprise.
Et donc Laurie, pendant le repas, leur parle de la vague. Et la mère, elle paraît très inquiète. Elle dit qu'elle trouve pas ça sain d'apprendre aux enfants à renoncer à leur libre arbitre et à obéir comme ça de façon inconditionnelle. Alors que le père, lui, il trouve que c'est plutôt une bonne idée et que finalement, même lui dans son usine, si les gens étaient un peu plus dévoués et disciplinés, ça ferait pas de mal. Donc Laurie, elle pense que Ross est quelqu'un de bien et qu'on peut lui faire confiance, que c'est une expérience et qu'elle accepte de jouer le jeu parce qu'elle a confiance en Ross. Par contre, la mère s'oppose à sa fille et du coup, sa fille se fâche un petit peu. Elle lui dit: «T'es toujours pessimiste». Elle lui dit surtout que ce n'est pas vrai que Ben Ross, donc le professeur, les manipule, alors que la mère, elle, commence à trouver que c'est dangereux. Et le dernier événement, c'est encore Christy et Ben Ross, donc le couple de profs, qui se retrouvent chez eux. Et on voit que Ben Ross est de plus en plus impliqué là-dedans et qui commence à vraiment y trouver des bons côtés. Et Christy, elle dit, mais c'est quand même étrange que tu y trouves des bons côtés. Tu étais là pour montrer à travers cette expérience que l'aveuglement et l'embrigadement, c'était des mauvais éléments. Et tu es en train de dire que ça a des bons côtés. Donc elle lui fait ressortir ça. Et lui-même, il commence à se prendre au piège et à dire que c'est contagieux, en fait, que finalement, cette bonne ambiance, il commence lui aussi à s'y retrouver. Donc elle lui dit, n'oublie pas de te rappeler tes premiers objectifs. Et le chapitre se termine comme ça. La vague de Todd Strasser, résumé du chapitre 8. Donc dans le chapitre 8, d'abord, il y a David et Laurie qui se retrouvent. Ils sont donc ensemble, ils sont un jeune couple. Laurie, c'est une fille qui est brillante, apparemment, elle réussit dans tous les domaines. Elle a du succès auprès des garçons, elle a un amoureux qui est footballeur. Elle est aussi une très bonne élève. Et David, lui, il a plus de mal, par exemple, il comprend pas très bien les cours de mathématiques. Enfin, ouais, il est moins fort à l'école. Et Laurie, elle dit qu'elle réalise à quel point les gens s'entraident peu et sont pas très solidaires. Et elle, paradoxalement, bien qu'elle soit la meilleure, elle trouve pas que ce soit ça le plus important. Donc quand elle était dans le dîner hier, la veille avec sa mère, elle semblait dire que elle faisait une pleine confiance au professeur Ben Ross, mais quand elle est avec David, elle dit qu'elle se pose quand même la question, que sa mère lui en a parlé et qu'elle se demande si c'est quand même une méthode qui est bien correcte. Donc quand ils arrivent en cours, Ben Ross a tout préparé, il est en costume, il a préparé le logo, des cartes de membres, etc. Et il pousse chacun à continuer l'expérience. Il donne aussi des cartes qui ont des X rouges derrière, qui sont les personnes qui doivent surveiller que les autres respectent bien les règles de la vague. Laurie, elle commence à interroger un peu le sens de tout ça et Ben Ross, déjà, il la recadre. Il lui dit, si tu as des questions à poser, tu te mets au garde à vous à côté de ton bureau et tu la poses selon les règles. Donc, elle se plie au jeu et il lui répond, c'est une expérience d'autorégulation. La force par la discipline, la communauté. Et le dernier jour, ils ajoutent le mot action, c'est la force par l'action. Et il leur dit maintenant, il faut agir pour défendre ce en quoi vous croyez. Et ce qu'il les pousse à faire, c'est à se contrôler, à se surveiller les uns les autres. Et parmi l'action, il dit que la communauté doit se répandre et qu'il faut essayer de convertir à leur communauté de la vague un maximum de gens pour les faire adhérer à leurs règles. Et du coup, Eric et Brian, ils sont fiers d'eux parce et David, ils sont fiers d'eux parce qu'ils ont déjà fait ça par eux-mêmes pour le football. Et ensuite, ils se congratulent un petit peu tous les uns les autres en disant c'est génial, c'est une renaissance. David dit que ça va aider à mieux réussir. Robert, il dit que c'est comme une renaissance pour lui. Alors lui, il est vraiment dans l'extrême. Eric, il dit qu'il n'y a pas de différence. On se rappelle que c'était un élève noir et que tout le monde a la même valeur grâce à ça. Alors en fait, Laurie, à un moment, elle est toute seule avec David et ils sont dans leur intimité de couple, en train de parler entre eux, de se dire le fond de leurs pensées. Et Laurie, elle dit qu'elle aime pas trop la vague. Et David, il se fâche, il lui dit, et moi j'ai une carte avec une croix rouge, la croix de ceux qui surveillent les autres, donc fais attention si tu dis ça. Et Laurie, elle est un peu surprise, elle lui dit, non mais tu plaisantes, j'ai quand même le droit de te dire ce que je pense. Et lui, il hésite en fait, il n'est pas certain qu'elle a le droit de s'exprimer pour dire des choses contre la vague. Et Robert, qui est à côté, il dit non, ça va, on peut laisser passer parce qu'elle est pas sincère, elle pense pas vraiment qu'elle est contre la vague. Et Laurie, elle se sent mal et elle commence à réaliser qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche dans la vague. La vague, chapitre 9, résumé.
Donc, au début de ce chapitre, on a Ben Ross qui s'interroge. Il trouve que le programme qui concerne le Japon, il l'a couvert très rapidement parce que les élèves ont très rapidement appris. Ils étaient très disciplinés, ce qui fait qu'il a pu avancer plus vite dans la matière. Donc, il se dit finalement, les élèves ont bien appris par cœur, mais par contre, ils n'ont pas beaucoup d'analyse. Ils sont très capables de répondre à des réponses courtes et rapides, mais ils sont pas vraiment capables de penser par eux-mêmes ce qui s'est passé pendant le programme qui est le Japon, l'entrée du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Donc il s'interroge, il se dit ce qui le surprend aussi, c'est de voir à quel point les élèves aiment la vague. Et il se dit finalement, lorsque les élèves ne s'autodisciplinent pas, peut-être qu'ils attendent du prof d'imposer cette discipline. Et que c'est ça le rôle d'un prof. Il a peut-être pas tort, ça fait aussi partie du travail. Mais bon, le problème, c'est l'ambiance complètement, allez, pas hitlérienne, mais qui s'en rapproche, qui est en train de s'installer. Ensuite, il a une autre surprise, c'est le prof de sport qui vient l'encourager à propos de la vague en disant que depuis que Eric et Brian ont exporté la vague dans le football, son équipe de foot est beaucoup plus sérieuse à l'entraînement et il espère gagner grâce à la vague, le prof de sport. Ça surprend un peu Ben Ross qui n'est pas habitué à être félicité par le prof de sport. Et il n'y a pas que le prof de sport, les autres profs ont aussi une sorte pas d'engouement, mais il y en a quand même quelques-uns qui finissent par dire que le travail de Ben Ross, finalement, est bénéfique. Et à la fin de sa réflexion, Ben Ross, il se surprend à s'imaginer avoir du succès et qu'on parle de son expérience dans les journaux. Donc on voit encore une fois que Ben Ross lui-même s'est pris à l'expérience. Ensuite, on retourne dans la salle de rédaction du journal et Laurie, elle est avec l'équipe qui écrit les articles. Donc la jeune fille qui parle de mode, elle est complètement démotivée, elle dit qu'il n'y a pas de mode. Alors Laurie, elle se fâche, elle lui dit bah, écris sur l'absence de mode. Mais globalement, ils sont tous un peu dans le même état. Alex et son copain, c'est pareil aussi. Ils n'ont pas préparé d'article et ils disent oh, il n'y a rien qui est intéressant. Enfin, tout le monde semble un petit peu démotivé dans ce, dans cette équipe de rédaction du journal. Et là, gros événement, un élève a mis un coup de poing dans la vitre et s'est entaillé la main, il a fallu lui faire 7 points de suture. Et donc on demande pourquoi, c'est parce qu'il voulait prouver qu'on pouvait faire un trou dans une vitre sans la casser, évidemment ça n'a pas marché, voilà. Et donc Laurie, elle dit, vos gros événements, c'est pas des gros événements. Et finalement, elle dit, il y a quand même un sujet qui mériterait d'être traité, c'est la vague. Et personne n'a envie d'écrire ce papier, donc il se retourne vers Laurie en disant toi, tu es dans la classe de Ben Roth, c'est toi qui devrais l'écrire. Donc elle dit bon, bah ok, je vais essayer d'écrire un petit article là-dessus. Ensuite, c'est le retour dans la maison de la famille de Laurie. Donc on voit que Laurie, elle est quand même complice avec sa mère qui semble prendre soin d'elle parce qu'elle a peur de vieillir, elle plaisante entre mère et fille. Et elle lui dit, est-ce que tu as envie de parler de quelque chose? Elle lui dit oui, mais alors surtout pas de la vague. Et alors elle demande à sa maman pourquoi tu veux pas en parler. Elle dit ah j'ai vu Hélène, la maman de Robert Billing, qui a dit que son fils était métamorphosé, qu'il allait super bien depuis qu'il appartenait à la vague, qu'il prenait soin de lui-même, qu'il devenait sérieux, discipliné, etc. Alors Laurie, elle dit bah alors tu vois que la vague a de bons côtés à sa mère. Et sa mère répond non parce que Robert, et là c'est un point très très intéressant dans le livre, elle dit Robert là pour l'instant il pense que il a une valeur mais c'est quelque chose d'artificiel parce qu'il est au sein de l'expérience de Ben Ross. Mais quand il sera en dehors du mouvement de la vague, la vie redeviendra normale et il n'aura plus ce sentiment de puissance et de respect et d'appartenir au groupe qui est artificiel. Il sera de nouveau confronté au monde dans lequel chaque individu doit prouver sa valeur et un monde dans lequel Robert se sentait mal. Et Laurie dit à sa mère, en tout cas pour ce qui est de mon cas personnel, je suis beaucoup moins enthousiaste au sujet de la vague et je commence à m'inquiéter de voir tant de gens qui y adhèrent. Cependant, Laurie, elle continue à rester confiante au sujet de Ben Ross en disant que lui, il maîtrise et qu'il sait ce qu'il fait, que c'est quelqu'un de bien. Il parle aussi du football et il va y avoir un meeting pour entraîner les joueurs de football et aussi pour recruter des nouveaux membres. Et Laurie minimise, dit c'est juste un goûter par rapport à son expérience. Et la mère dit écoute, recruter 200 nouveaux membres, c'est pas juste un petit goûter, c'est quand même quelque chose de grave et d'important.
Laurie dit qu'elle s'inquiète pour Amy, qui est très fan aussi du mouvement de la vague. Et quand elle entend ça, la mère dit à sa fille, bah, tu vois, tu commences à te rendre compte quand même qu'il y a un problème. Et Laurie, quand elle est avec les autres élèves, là, elle dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou elle essaye de le dire quand on ne l'en empêche pas. Mais quand elle est avec sa mère, elle prend l'autre côté de la situation et elle dit non, non, tout va bien, c'est pas si grave. Donc elle dit non, mais on sent que quand même Laurie est bouleversée par ce qui se passe et quand même légèrement inquiète. Et le chapitre se termine sur les réflexions de Laurie qui se demande est-ce que oui ou non c'est grave, est-ce que sa mère s'inquiète trop ou est-ce qu'il est vraiment en train de se produire un événement grave. Fin du résumé du chapitre 9. La vague, résumé du chapitre 10. Donc ce chapitre se passe dans le bureau du principal. Il démarre par un dialogue intérieur de Ben Ross qui s'interroge sur la vague. Et tout le chapitre va tourner autour de cette question, est-ce que la vague ne franchit pas certaines limites? D'abord, le point de vue de Ross, son point de vue intérieur, et ensuite il va être en confrontation avec le principal, où il va aussi poser la question de est-ce que la vague ne va pas trop loin, et là Ross va devoir tenir des arguments pour défendre sa vague. Donc dans la première partie où il s'interroge lui-même, il pense que il a réussi certaines choses, comme par exemple que les élèves sont moins soumis à des questions de popularité. C'est-à-dire que certains élèves qui en général sont malmenés par le groupe, comme Robert Billings, c'est toujours lui qu'on prend en exemple, se retrouve avec la vague à pouvoir avoir une autre place et il n'est plus celui dont tout le monde se moque, mais il devient quelqu'un qui peut se faire respecter. Donc il trouve que la vague, elle a quand même le grand avantage de permettre à chacun de se faire respecter sans poser la question de savoir s'ils sont populaires ou non. Et Ben Ross se pose la question, est-ce que j'arrête la vague? Et il dit, mais si j'arrête maintenant, ces élèves-là, ils vont tout perdre parce qu'ils n'auront plus ce bien-être qu'ils viennent d'avoir et ce respect des autres qu'ils ont acquis. En même temps, ça c'est pas écrit dans le livre, mais on peut se poser la question qui rejoint un peu le point de vue de la mère de Laurie, ce respect qui est acquis artificiellement. Est-ce qu'il a une vraie valeur et est-ce que ces élèves ont vraiment appris à se faire respecter ou alors est-ce que simplement, pris dans le mouvement, ils en bénéficient sans avoir vraiment tiré de leçons de ce qui s'est passé. Donc Ross, il se pose la question, Ben Ross, et il dit le programme avance vite, donc ça c'est aussi un point positif, et il dit, et si j'arrête la vague maintenant, ça veut dire que j'aurais pas été au bout de l'expérience pour leur montrer vraiment ce que je voulais leur montrer. Mais paradoxalement, il dit que cette expérience, elle était juste pour leur faire expérimenter ce que c'est d'appartenir à un mouvement absolutiste, un mouvement dans lequel la liberté individuelle est complètement niée. Alors qu'en réalité, il a envie d'aller plus loin. Et il se dit, est-ce que mon but est de leur montrer vraiment quelque chose ou juste de leur faire vivre ce que c'est d'appartenir à un mouvement absolu? Et il finit par avouer à lui-même qu'il a envie de leur montrer plus, il a envie de les mener au bout de l'expérience pour qu'ils puissent expérimenter jusqu'à quel moment ça ne va plus. Et en même temps, c'est un peu paradoxal parce qu'il est censé les amener au moment où ça va plus, mais en même temps, il trouve tellement de bons côtés qu'on commence à se demander si lui-même, il n'est pas fan de sa propre vague. Et il est convoqué chez le principal. Donc il se rend dans le bureau du principal, qui est un monsieur qui est décrit comme toujours en costume, bien que si j'ai bien compris, il l'accueille avec les pieds sur le bureau, donc ça je trouve ça un peu spécial de la part du principal. Mais il accueille Ben Ross et il semble avoir une certaine bonne relation avec Ben Ross et avoir confiance en lui. Ben Ross s'inquiète un petit peu de comment il va présenter la vague à Monsieur Owen, le directeur. Donc Monsieur Owen, c'est un autre personnage qui incarne un petit peu le point de vue extérieur. C'est celui qui pose un regard extérieur sur la vague et on voit que Ben Ross, parfois, il ment ou il exagère. Par exemple, il dit, Christy, elle trouve que ses élèves ont subi des bonnes métamorphoses grâce à la vague. C'est pas la réalité. Christy, elle l'interroge et elle lui dit, fais attention. C'est vrai que les élèves sont plus sages, mais fais attention. Alors qu'au principal, il présente les choses sous un autre angle. Donc on voit que par rapport aux personnes extérieures, Ben Ross, on ne peut pas dire vraiment qu'il mente, mais il protège sa vague en déformant un peu la réalité. Donc le principal, c'est une personne qui semble une personne ressource pour Ben Ross parce qu'il lui explique tout.
en arrangeant un peu sa réalité. Et finalement, le point de vue du directeur, Monsieur Owen, c'est un peu le point de vue de la loi. Et lui, il dit attention de ne pas dépasser certaines limites. Il dit moi, j'apprécie pas trop de voir les élèves se faire des saluts quand ils se croisent dans mes couloirs, parce qu'effectivement, ça fait référence à l'époque nazie et ça nous donne l'impression un peu d'être à l'armée ou d'être dans quelque chose de trop absolu. Et c'est pas comme ça qu'on a envie d'élever les élèves. On n'a pas envie que nos enfants grandissent dans un monde où on se fait des saluts et où celui qui n'appartient pas au mouvement se fait rejeter et où l'appartenance au mouvement est mise au-dessus de leur libre arbitre, de leur intelligence et de leur sensibilité. Donc c'est quand même pas non plus l'idéal, la vague, même si pour l'instant, à ce moment du récit, on est dans quelque chose où on voit plein de points positifs comme l'égalité, la fraternité, toutes ces valeurs qui sont aussi des valeurs importantes, mais qui sont acquises au prix de renoncer à d'autres choses. Donc ce chapitre, il a ces deux éléments. Ben Ross qui s'interroge, au fond de lui, il sent qu'il y a quelque chose qui cloche, et l'interrogation du directeur, Monsieur Owen, qui continue à faire confiance à Ben Ross, mais qui le met en garde, qui lui dit « fais attention ». On a un troisième personnage qui est cité, c'est le professeur de sport qui apparemment, lui, a l'air d'être content et qui est même venu dire au directeur qu'il était content de Ben parce que grâce à sa vague, il a l'impression que son équipe de sport est beaucoup plus forte. Et là, on voit que dans le sport, c'est vrai qu'il y a cette question d'effet de groupe parce que le sport collectif, il a en lui cet effet de groupe. Et on voit que ça a des bons côtés et c'est vrai que, par exemple, pour être une équipe qui avance et qui marche, parfois, il faut renoncer à son individualité pour se sacrifier pour le groupe. Et dans le sport, justement, si chacun veut briller que par lui-même dans une équipe de foot, on se rend bien compte que l'équipe, elle va pas loin et qu'il faut mettre l'intérêt commun au-dessus de l'intérêt individuel. Le but n'est pas d'être la star du jour, le but est de faire gagner l'équipe. Donc en ça, le sport et le mouvement de la vague se rejoignent. Évidemment, la différence, c'est que le sport, ça dure un temps et que ça prend pas toute la place dans une vie. Ça veut dire qu'on peut être au service de son équipe pendant un temps et rester un individu qui a sa liberté de penser dans un autre contexte. Voilà, donc ce chapitre 10 se termine comme ça. Je trouve qu'il est très intéressant ce chapitre parce qu'il montre vraiment la vague et un début de dérapage. On commence à voir qu'il y a quelque chose de trop. Et ce chapitre l'explique bien, à la fois à l'intérieur de Ross et à la fois grâce au regard extérieur des autres professeurs. La vague de Todd Strasser, résumé du chapitre 11. Donc c'est aussi un chapitre qui est en deux parties. Dans la première partie, c'est Laurie qui rentre dans le local du journal de l'école qu'elle anime, donc elle est rédactrice en chef, et elle trouve une lettre anonyme. C'est une lettre qui a été écrite par un élève de première, donc qui est plus jeune que les élèves de terminale, et qui raconte les pressions qu'il a eues pour adhérer à la vague. Et là, on voit le mécanisme se mettre en place de quelque chose qui prend un aspect dictatorial. Parce qu'en fait, l'élève raconte qu'ils ont été dans la classe de Ben Ross pour voir comment c'était, et en sortant, certains de ses copains ont voulu adhérer à la vague, et lui et un autre non. Et finalement, lui, il a été un peu harcelé par d'autres élèves. D'abord, ils lui ont dit que s'il ne rejoignait pas la vague, il n'aurait plus d'amis. C'est là où on voit vraiment la pression sociale, parce qu'évidemment, tout le monde a besoin d'avoir des amis et des contacts sociaux. Donc, on le menace de perdre ses amis s'il n'adhère pas à la vague. Et ensuite, il y a aussi un élève de terminale, on se demande si c'est pas Robert d'ailleurs, qui vient et qui a une attitude menaçante. Donc c'est pas vraiment violent, mais c'est menaçant. Et c'est là qu'on essaye de comprendre un petit peu comment est-ce que le nazisme a pu aussi se mettre en place. C'est pas forcément en tuant quelqu'un qu'on obtient quelque chose de lui ou en le frappant, ça peut arriver, mais c'est aussi en instaurant un climat dans lequel on est obligé de rejoindre le groupe. Et c'est quelque chose qu'on peut tous expérimenter dans notre vie au quotidien. Quand on choisit de pas adhérer à quelque chose auquel tout le monde adhère, parfois on se sent en minorité pour une idée, pour peut-être une tenue vestimentaire, ou enfin, on a tous des particularités qui font qu'à un moment, on n'est pas en parfaite adéquation avec le groupe. Et il y a un petit mal-être. Alors on peut le dépasser parfois, on peut en rire, en faire quelque chose, mais quand on est dans quelque chose de très structuré comme un mouvement, qui est celui de la vague, ou dans des choses plus graves comme
par la suite dans un régime dictatorial, ça devient très difficile de porter ces petites différences et on est mis en porte-à-faux par rapport au reste du groupe. Donc on peut choisir de s'incliner devant la pression du groupe pour effacer cette différence ou cette non-adhésion à quelque chose. Et on voit comment ce mécanisme-là s'est mis en place à travers la lettre de cet élève qui dit avoir subi de la pression pour rejoindre la vague. Et donc Laurie, elle reçoit cette lettre et évidemment, elle va en faire quelque chose, on ne sait pas encore quoi. La deuxième action de ce chapitre, c'est Ben Ross qui se promène dans les couloirs et qui voit tous les élèves très actifs en train de vraiment mettre en place l'organisation autour de la vague. Et il y a Robert qui le suit dans les couloirs. Et Ben Ross, il finit par lui dire « Mais enfin, pourquoi est-ce que tu me suis ?» Et il lui dit « J'ai envie d'être votre garde du corps. » Et Ben accepte. Alors c'est un peu surprenant qu'il accepte ça, mais je pense que c'est un petit peu pour faire plaisir à Robert. Et c'est aussi une façon de pousser son jeu tout au bout. Mais on se rend compte que là, il y a quelque chose de vraiment malsain. C'est quand même pas normal qu'un prof accepte d'être suivi partout par un élève qui prétend être son garde du corps. Et Ben Ross, il se prend un petit peu au jeu parce que c'est un peu valorisant pour lui d'un coup d'être comme ça suivi par un élève qui le protège, d'être adulé par tout le monde comme un dictateur. Donc on comprend non seulement le point de vue des élèves qui vivent ce qu'ont vécu les jeunesses hitlériennes ou encore les autres personnes qui ont adhéré au mouvement nazi, et on comprend aussi comment quelqu'un qui paraît être quelqu'un de bien comme Ben Ross, quelqu'un d'intelligent et avec de bonnes valeurs, peut être grisé par le pouvoir et faire des mauvais choix. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre. La vague de Todd Strasser, résumé du chapitre 12. Alors dans ce chapitre, il y a 3 actions qui se passent dans 3 lieux différents. Au début, c'est Laurie qui regarde par une fenêtre la cour du lycée. Et elle est en train de penser à la lettre anonyme qu'elle vient de recevoir la veille d'un élève qui a été intimidé. Donc elle dit un élève de terminale qui intimide un élève de première, ça en soi c'est quelque chose qui reste assez banal. Mais ce qui est spécial, c'est que l'élève ait souhaité rester anonyme et n'ose pas dire qu'il est contre la vague parce qu'il a peur. Et elle pense que cette peur a quelque chose d'anormal. Et pendant qu'elle est en train de penser à ça, il y a une bagarre qui éclate dans la cour. Et elle reconnaît Brian, donc l'ami de David. David, c'est son petit copain, donc Brian, c'est quelqu'un qui est proche d'elle, qui est en train de se battre. Et ils se battent violemment, à coups de poing, à coups de pied, avec tout un tas d'élèves attroupés autour d'eux. Et il y a un professeur qui vient pour les séparer. Et pendant que le professeur les traîne pour les rentrer à l'intérieur du lycée, il y a Brian qui crie « la force par la discipline, la force par la communauté, vive la vague », enfin qui est complètement hystérique en train de crier ses slogans. Et l'autre dit « tais-toi, tu vas la fermer ». Donc elle est un petit peu inquiète de ce qu'elle vient de voir. Et à ce moment-là, quelqu'un arrive derrière lui et c'est David. Et David va lui expliquer ce qui s'est passé. Il dit qu'en fait, la bagarre, c'est entre Brian et Dutch. Et là, on voit vraiment 2 points de vue qui se confrontent. Parce que David, lui, il pense que Brian, il a défendu le bon point de vue parce que Dutch veut lui prendre sa place de quarterback, donc il minimise l'importance de la vague. Il dit c'est pas à cause de la vague qu'ils se sont battus, c'est parce qu'il y avait déjà des tensions entre eux. Et Dutch est quelqu'un d'individualiste. Il pense qu'à son succès à lui, et alors comme il est égoïste et qu'il ne pense qu'à lui, il nuit à l'équipe de foot et il nuit aussi à l'esprit de communauté et il refuse d'adhérer à la vague. Donc c'est pour ça qu'ils se sont battus, et ce qui inquiète David, c'est que Brian puisse toujours jouer le match, qu'il ne soit pas puni par Owen. Et Laurie, elle dit, mais enfin, c'est grave ce qui se passe. La vague, elle a pris une place exagérée. Les gens se battent parce qu'ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas à la vague. Alors que David, lui, pense que l'enjeu n'est pas la vague. Et la réalité est sûrement un mix entre les deux. C'est pas uniquement l'adhésion ou non au groupe de la vague, c'est certainement des tensions qui existaient avant et qui sont exacerbées par cette nouvelle ce nouveau fonctionnement qui est autour de la vague. Donc là, cette conversation se passe mal entre Laurie et David, et le couple finit par se fâcher et David part. Il dit aussi des choses assez vexantes à Laurie, qui ont peut-être un peu de réalité. Ils lui disent qu'elle a toujours été quelqu'un de très valorisé, de très populaire. Elle répond toujours avec les bonnes réponses en classe et tout le monde l'apprécie. Donc pour elle, l'esprit de communauté n'est pas une chose importante parce qu'elle a toujours été quelqu'un qui tirait son épingle du jeu et qui était valorisé dans l'ancien système. Donc peut-être qu'elle rejette la vague parce que la vague qui rend égalitaire tout le monde dévaloriserait Laurie, qui ne serait plus quelqu'un d'exceptionnel mais quelqu'un de banal. Et donc ils se séparent tous les deux fâchés et David dit qu'il en a marre de Laurie et s'en va. Ensuite, l'action suivante, elle se passe dans la salle de rédaction du journal.
Et là aussi, ce qui se passe est très intéressant. Donc Laurie est triste, en train de s'interroger sur la vague, quand Karl et Alex rentrent l'un après l'autre. Et donc en premier, c'est Alex qui rentre et il lui dit, avec humour, on est en train de devenir une caserne militaire, est-ce que tu rejoins pas le régiment? Donc Laurie fait comme avec sa mère, quand c'est quelqu'un qui est très opposé à la vague, elle prend le contre-pied et elle en fait plutôt la publicité. Elle dit c'est pas, enfin la publicité, ou en tout cas elle la défend. Elle dit c'est pas aussi grave que ce que tu imagines, c'est pas non plus un mouvement complètement dictatorial. Et Alex lui dit, bah moi je trouve que si, parce on subit quand même beaucoup de pression, et il fait de l'humour. Et on a l'impression qu'ils deviennent un petit peu une cellule comme la résistance pendant la guerre, d'intellectuels qui résistent et qui gardent leur indépendance et leur liberté de penser. Et Alex fait beaucoup d'humour et il dit, moi de toute façon ils ne m'auront pas. Sur ce, il y a Karl qui rentre, qui sort du meeting de la vague. Et alors, il lui dit, mais comment ça se fait qu'on t'ait laissé sortir? Et il a dit, j'ai fait semblant d'avoir envie de faire pipi. Et donc, en fait, c'est pour dire que même quand on est à l'intérieur du meeting et qu'on veut sortir, il faut avoir une excuse pour sortir. On n'a pas le droit simplement de dire, je suis pas d'accord et je m'en vais. Et on voit qu'il y a une petite cellule comme ça de résistance qui s'organise autour d'eux. Et ils disent, il faut absolument qu'on fasse rapidement un journal pour dénoncer ce qui se passe dans la vague. Et là, on voit quelque chose d'intéressant aussi qui se profile. Ils disent, par exemple, est-ce que nous, on ne prendrait pas aussi un nom pour notre groupe? On serait l'écume, par exemple. Donc, ils voudraient que leur groupe de résistants ait un nom. Et ils disent aussi, pour préparer ce nouveau numéro qui sera une dénonciation de la vague, il ne faut qu'il y ait que des non-membres qui participent. Et on voit que finalement le désir d'appartenance, même dans un mouvement de résistance face à quelque chose de totalitaire, il a quelque chose de communautaire aussi, et c'est humain de vouloir se rassembler autour de quelque chose qui est quelque chose d'exclusif. Donc voilà, ils se donnent rendez-vous pour faire chez Karl ou Alex, l'un des deux, je ne sais plus, le prochain numéro du journal et dénoncer la vague. Ensuite, la troisième action, elle se passe dans la maison de Laurie. Donc Laurie, elle pleure, elle essaye d'écrire, mais elle n'y arrive pas, elle pleure sur sa feuille, et elle est vraiment très inquiète. Il est très tard, il est 10h30 du soir, David n'est pas venu la chercher, donc elle se sent un petit peu rejetée par son amoureux. Et quelqu'un toque à la porte et elle dit non, j'ai pas envie de parler, parce qu'elle pense que c'est sa mère avec qui elle a une relation de confiance, avec qui elle parle beaucoup, mais bon, elle n'a pas envie de parler de tout ça. Et en fait, c'est son père qui rentre dans la pièce et une fois à l'intérieur, qui demande s'il a le droit d'entrer. Elle lui dit bon, bah t'es déjà rentré. Et son père lui rapporte un événement qui est peut-être très grave. C'est un peu compliqué parce que tout n'est jamais ni blanc ni noir. Donc lui, pendant qu'il était à son match de golf, le père d'un autre enfant lui a dit qu'un enfant s'était fait agresser. Et ça a quelque chose de la rumeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas certain, il ne sait pas le nom de l'enfant. Et il dit, je ne suis pas certain que c'est vraiment tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais il y a un enfant qui s'est fait tabasser par d'autres élèves parce qu'il refusait de rejoindre le mouvement de la vague. Et cet enfant, par hasard, c'était aussi un enfant juif. Et évidemment, faut savoir que le texte, il a quand même été écrit dans les années 60, donc c'était 15 ou 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quand même quelque chose qui est très présent dans leur esprit, plus que pour nous aujourd'hui, où ça devient peut-être quelque chose de plus banal, mais les Juifs ont quand même subi des choses absolument horribles pendant la Seconde Guerre mondiale, et le fait qu'ils aient tabassé un enfant juif, ça fait ressortir ces souvenirs d'antisémisme, et ça inquiète énormément le père. Et Laurie, elle prend encore une fois la défense de la vague. On voit que dès que quelqu'un s'oppose à la vague, là d'un coup, elle la défend. Et elle dit non, c'est pas vrai, c'est pas des nazis, c'est pas des gens qui ont pour but de tabasser les juifs, c'est des élèves de ma classe, je les connais tous très bien, j'étais là à la base, c'est pas ça leur idéologie. Mais ça montre aussi que les choses ne sont jamais très claires. Peut-être qu'ils l'ont tabassé parce qu'il voulait pas rejoindre la vague, et aussi parce qu'il était nouveau, c'est un nouvel élève qui vient d'arriver, parce qu'il était seul et que seul face à un groupe on est plus vulnérable, et aussi parce qu'il était juif, et c'est pas forcément une seule de ses caractéristiques, mais ça peut être l'ensemble. Et c'est ça qui fait que le mouvement a quelque chose de complexe. Il suffit pas d'être pour ou contre, d'être bon ou méchant. Parfois, c'est la nature mauvaise de l'homme qui, en plus, emboîte le pas d'un mouvement, et les deux ensemble arrivent à quelque chose, par exemple, d'horrible, comme tabasser un enfant, ce qui est quelque chose qui est toujours horrible, peu importe qu'il soit juif ou pas, et qu'il y ait ou pas le mouvement de vague, mais ça fait partie de la nature humaine de faire aussi des choses mauvaises, et le but, c'est de bien élever, évidemment, nos enfants et les élèves pour éviter d'en arriver là. Et la vague est un contre-exemple. La vague, elle montre comment on arrive à quelque chose dans lequel on déshumanise et on fait des choses mauvaises. Donc ça, c'est la fin de la troisième action.
Donc dans ce chapitre, il y a 3 parties. D'abord Laurie qui se fâche avec David par rapport à une bagarre dans la cour. Ensuite, la salle de rédaction qui s'organise en résistance autour du journal. Et à la fin, l'événement que vient lui rapporter son père à Laurie quand elle est dans sa maison. La vague, résumé du chapitre 13. Donc Laurie vient d'apprendre par son père qu'un lycéen s'est fait tabasser par les autres parce qu'il n'était pas membre de la vague, et en plus son petit ami l'a quitté. Donc elle a besoin de parler donc de David et de cette histoire de violence à sa copine Amy. On se rappelle de Amy qui, elle, est tout à fait fan de la vague et en est partie prenante, et même si elles sont un peu brouillées, elle est persuadée que Amy voudra bien l'écouter. Donc elle va rejoindre Amy dans le stade où il y a le match de foot. Et elle a l'habitude d'aller tout le temps dans ce stade pour assister au match de foot. Mais quand elle arrive, il y a quelqu'un qui fait barrage parce qu'il faut être membre de la vague pour entrer. Et c'est Brad qui est justement en train de faire barrage et qui demande aux gens de faire le salut de la vague pour pouvoir entrer. Et comme Laurie refuse de le faire, on voit que Brad, il est plutôt mal à l'aise. Il lui dit, allez, vas-y, fais-le discrètement, je veux pas avoir de problème. Et elle dit, non, c'est une question de principe, je refuse de faire votre salut. Et donc Brad dit, bah alors je peux pas te laisser entrer. Donc Laurie essaye d'attirer l'attention de Brad sur le fait qu'il est complètement soumis à cette vague et elle lui dit mais de quoi tu as peur? Et Brad dit j'ai pas peur mais je te préviens, en plus on voit que tu vas pas dans les meetings de la vague, que tu es un peu en dehors, fais attention à toi. Et elle dit mais comment ça se fait que tu me menaces? Et puis finalement il y a une action sur le terrain et tout le monde regarde le terrain, tout le monde crie et Laurie renonce et elle va de nouveau dans sa salle de rédaction. Alors la salle de rédaction, ça reste encore l'endroit de la résistance. Il y a Alex qui continue à faire des blagues et à dire que quoi qu'il arrive, il sera toujours combattant du côté de ceux qui résistent à la vague. Et Laurie, elle est plutôt inquiète alors que Alex prend plutôt les choses avec de l'humour. Donc il reste Karl, Alex et Laurie. Ils font une édition spéciale de leur journal qui parle de la vague. Ils parlent de l'enfant qui a été tabassé. Finalement, l'enfant n'a pas non plus de grosses séquelles, mais évidemment, ça a traumatisé les parents parce qu'on est quand même dans les années 60. Donc encore une fois, c'est pas loin de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ils ont été parlés à leur rabbin et tout le monde est très inquiet de cet enfant qui s'est fait tabasser parce qu'il a été fait traiter de sale juif et parce qu'il s'était fait tabasser. Et finalement, ils sont prêts avec leur édition, prête à sortir. Pendant ce temps, le match s'est continué et le lycée de Gordon a perdu contre Clarkston. Donc malgré leur super entraînement avec la vague, ils ont quand même perdu. Et donc Carl et Alex partent en emmenant le journal chez l'imprimeur et en disant qu'ils vont le distribuer le lendemain. Et le chapitre se termine comme ça. La vague, résumé du chapitre 14. Donc c'est le lendemain, Laurie arrive avec le journal imprimé et va à la bibliothèque à la recherche de son amie Amy, bien qu'elle soit brouillée, pour lui faire lire. Et elle pense que Amy va avoir une révélation et qu'elle va enfin comprendre en lisant le journal que la vague est devenue une grave dérive. Mais Amy, au contraire, elle est très fâchée contre Laurie, elle lui dit comment est-ce que tu peux écrire ça? Et je sais pourquoi toi tu es contre la vague, c'est à cause de ton sentiment de supériorité. Parce que toi, tu bénéficies d'une société divisée, parce que dans une société divisée, toi, tu fais partie des meilleurs, tu es la plus intelligente, la plus brillante, et tout le monde t'admire. Alors nous, on aime être tous égaux, alors que toi, finalement, quand on est tous égaux, bah, finalement, tu lui perds. Amy dit que elle est un peu un genre de star, Laurie, et qu'elle est un petit peu une enfant gâtée, et que tout le monde entend parler d'elle, et que les parents disent à leurs enfants, faites comme Laurie, travaillez bien à l'école. Et Laurie, elle en revient pas d'entendre ça dans la bouche de celle qu'elle considérait comme son amie, et elle dit, bah tant pis, je publierai quand même mon journal, tant pis pour toi si tu es contre moi. Et les deux amis partent fâchés. Alors à partir de la distribution du journal, ça devient un petit peu dramatique. Il y en a qui s'évanouissent, il y a des entretiens avec le psychologue. Il paraît que les gens, les élèves ont tous des choses à dire sur la vague et finalement ça fait éclater un petit peu la bulle. Ensuite, il y a Ben Ross qui est dans la salle des profs, qui est un peu sous le choc avec la parution de l'article et qui commence quand même à se demander si la vague ne va pas trop loin. Et il tient quand même à ce que ce soit une réussite, tout en disant qu'est-ce que c'est une réussite? La réussite, c'est pas de faire réussir la vague, parce que la vague est censée être un mouvement dictatorial, donc le but est de montrer les failles de la vague. Mais il est un peu déboussolé lui-même, il sait plus trop où il en est. Et à ce moment-là, il y a deux enseignants qui rentrent dans la salle des profs, et lui, il se cache parce qu'il est surpris et il va entendre leur conversation.
Et en fait, c'est le professeur de sport qui est très remonté contre la vague parce que son équipe a perdu. Et il dit finalement cette histoire de vague, c'était qu'une connerie et c'est pas ça qui a aidé les élèves à devenir plus forts. Parce que ce qui rend plus fort, c'est l'entraînement, c'est la persévérance et c'est pas forcément la vague. La vague n'est pas synonyme de réussite. Et du coup, il est directement anti-vague et l'autre professeur qui parle avec lui également. Et Ben Ross commence à réaliser que tout le monde se retourne contre lui et son mouvement de la vague. Alors ensuite, on va dans la cour de l'école et là, il y a David, Robert Billings et d'autres membres de la vague qui, eux, sont très fâchés contre le journal et qui en veulent beaucoup à Laurie, qui disent ok, elle est contre la vague, mais pourquoi est-ce qu'elle va les persécuter à ce point? C'est pas si grave, deux élèves qui en tapent un autre, c'est des choses qui arrivent. Et si elle avait adhéré à la vague, elle aurait contribué à ce que la vague marche mieux, ils auraient gagné au foot, etc. Donc pour eux, l'ennemi reste Laurie. Il y a Robert qui dit une phrase un peu inquiétante. Il dit Laurie Sanders représente une vraie menace, on doit l'arrêter. Et là, David, quand même, il s'inquiète un petit peu. Et finalement, ce qui est décidé, c'est que c'est David, donc l'ex-petit copain de Laurie, qui doit aller la convaincre de rejoindre le mouvement de la vague et d'arrêter de participer au journal et de dénoncer la vague comme ça. Donc David est à la mission d'aller récupérer Laurie pour la mettre dans le clan de la vague pour éviter aussi que Robert et Brian ne s'en prennent à elle parce que eux sont furieux contre elle et le chapitre se termine. La vague, résumé du chapitre 15. Donc ça commence dans la maison de Ben Ross et sa femme Christy, et c'est une virulente dispute entre eux, parce que Ben Ross veut continuer la vague, et il n'écoute pas sa femme qui lui dit «Est-ce que tu réalises que c'est grave, que c'est dangereux?» Et lui, il dit «Oui, c'est bon, je le sais, je gère, je me débrouille, je sais où je vais.» Et elle doute qu'il sache vraiment où il va, parce que c'est quelqu'un de très intègre, de très entier, et il peut aller trop loin sans s'en rendre compte. Et ils finissent par se fâcher tous les deux. Et en fin de conversation, elle lui dit qu'il est convoqué dans le bureau du directeur le lendemain matin à la première heure. Alors ensuite, on se retrouve encore dans la salle de rédaction du journal de la Vague. Et là, donc ceux qui ont écrit le journal sont fous de joie parce que alors, grâce à leur numéro, il y a enfin des adultes et beaucoup de monde qui commencent à se rendre compte que c'est dangereux et les choses bougent. Et puis ensuite, tout le monde s'en va et Laurie reste la dernière pour faire du ménage, pour ranger un petit peu la salle, pour tout remettre en ordre. Et quand elle part, elle est seule dans le lycée, tout le monde est déjà parti et elle commence à avoir vraiment peur de se faire agresser par des membres de la Vague. Et quand elle arrive à son casier, elle voit que dessus, il y a quelqu'un qui a écrit «Ennemi» en lettres rouges, donc qui a mis une menace. Et elle commence à avoir vraiment peur de la Vague. Donc elle sort en courant, elle a peur dans les couloirs, c'est décrit assez longuement, qu'elle commence à être vraiment terrorisée par les choses qu'elle imagine, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui est avec elle, mais évidemment, il y a une menace sur son casier, et puis il y a beaucoup de gens qui lui ont fait des menaces, donc elle commence à avoir vraiment très peur. Donc elle fuit à travers la ville, et elle passe devant une camionnette où Brian et David étaient assis en train de l'attendre. Et David descend parce qu'il doit lui parler, il est chargé de la mission de la convaincre de rejoindre la vague. On se rappelle dans le chapitre précédent, donc il l'attrape en lui demandant de l'écouter un petit peu parce qu'il veut essayer de la convaincre. Et la conversation dégénère parce que David, il arrive comme un cheveu sur la soupe pour la convaincre de rejoindre la vague. Elle est déjà très remontée, elle est contre l'idée et en plus elle est menacée et elle a peur. Et elle dit non, il en est hors de question, je rejoindrai jamais la vague. Et David devient un peu violent parce que il a peur pour elle. D'un côté, il a peur que les autres s'en prennent à elle. Et d'un autre côté aussi, elle est en train de lui gâcher son truc parce que lui, il est très heureux dans la vague et il aimerait que ça continue. Et à un moment, il l'attrape par les bras et il la jette par terre. Et Laurie, elle n'en revient pas d'avoir été frappée par son petit copain, parce que c'est un acte violent quand même. Et surtout que elle avait peur de se faire agresser, mais elle pensait pas que ça viendrait de lui. Et pour David, c'est un choc, parce que lui aussi, il voit Laurie au sol et il n'en revient pas que c'est lui qui ait frappé Laurie. Alors, il lui dit, ça y est, c'est bon, j'arrête avec la vague, je pensais pas aller si loin, je suis vraiment désolée. Et on pense que vraiment, sincèrement, David, à ce moment-là, réalise que la vague, c'est une connerie, et en ayant poussé jusqu'à faire un passage à l'acte, et avoir frappé sa petite amie, il réalise que vraiment la vague l'a mené trop loin.
Ensuite, on retrouve dans la maison d'un autre couple, c'est Ben et Christy. Et Christy prend aussi les choses en main et elle va voir Ben et lui dit stop. Maintenant, il faut absolument que tu arrêtes la vague, c'est impossible de continuer, c'est trop grave. Et Ben dit qu'il est déjà en train d'y réfléchir et que lui aussi, il en arrive à la conclusion qu'il fallait arrêter la vague. Bon, ça dure longtemps, ils débattent pendant un certain temps. Et Ben Ross dit que lui, il va arrêter la vague de lui-même, mais il veut le faire à sa façon pour que les élèves en retirent une bonne leçon. À ce moment-là, débarquent chez eux David et Laurie, qui viennent eux aussi dire que la vague est allée trop loin et qu'il faut absolument la stopper. Et Ben Ross leur répond, comme il a répondu à Christy, qu'il va effectivement arrêter la vague, mais qu'il faut lui faire confiance et qu'il faut leur laisser du temps. Il faut lui laisser du temps parce qu'il veut arrêter la vague à sa façon le lendemain. Et il leur dit, demain, soyez discrets, ne dites rien, et moi je vais mettre fin à la vague. Et il demande s'il peut compter sur l'aide de 2 élèves qui ne sont pas dans la vague parce qu'il a besoin de mettre quelqu'un dans le coup. Quelqu'un dont personne ne réaliserait qu'ils sont absents du meeting de la vague. Donc Laurie, elle lui donne le nom de ses 2 amis, Carl et Alex, du journal Grappevine. Donc il y a 2 complices qui sont associés pour aider à mettre fin à la vague, Carl et Alex. David et Laurie, eux, ils sont à moitié convaincus parce que Ben leur a dit qu'il allait arrêter la vague, mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir lui faire confiance. On dit que Laurie, elle acquiesce à contre-cœur. Et le chapitre se termine comme ça. Résumé du chapitre 16 de la vague. Donc ça démarre dans le bureau du principal. Ben se présente parce que Monsieur Owen, le directeur, veut mettre fin à la vague. Et il est très furieux, il dit que les parents téléphonent, que c'est n'importe quoi, qu'il y a vraiment une vraie dictature qui s'est mise en place dans le lycée. Et donc Ben dit, je vais y mettre fin aujourd'hui, c'est le dernier jour, laissez-moi une chance. Donc il a dit à tout le monde qu'il allait y mettre fin aujourd'hui, mais il veut le faire à sa façon. Et il organise un grand meeting dans la salle principale à 17h où il convoque tous les membres de la vague. Donc il annonce ce grand meeting dans sa salle de classe et David est furieux, il dit mais enfin c'est pas possible, vous n'allez pas mettre fin à la vague et il a peur que, enfin vous n'allez pas encore faire un meeting pour la vague alors que la vague est quelque chose d'horrible et Ben Ross a peur que David le dise devant tout le monde qu'il veut mettre fin à la vague, donc il le fait mettre dehors par les autres élèves de façon très violente. David sort furieux et lui et Laurie sont persuadés que Ben leur a menti et qu'en réalité il veut continuer la vague, il veut continuer avec ce mouvement qui s'est fait prendre au jeu et qu'il ne l'arrêtera jamais. Donc ils sont tous les deux furieux et le groupe les exclut à l'extérieur. David et Laurie, en se retrouvant tous les deux exclus du mouvement de la vague, en se sentant aussi impuissants et tristes, ça les rapproche. Leur petit couple de jeunes ados se resserre et ils se retrouvent avec un lien plus fort entre eux parce qu'ils sont justement tous les deux contre le reste du monde. Donc Laurie boucle la boucle, elle a fait le chemin et elle a dit, tu te rappelles quand on avait vu le reportage sur les camps de concentration et qu'on a dit comment ça se fait que tout le monde a adhéré, elle dit, eh ben maintenant je crois que j'ai vraiment compris comment ça se fait que tout le monde adhère parce que je l'ai vraiment vécu de l'intérieur. Ce qui était l'objectif de Ben. Mais pour l'instant, il y a une seule personne qui s'en est rendu compte, c'est Laurie. J'ai oublié une chose très importante de ce chapitre. Quand il était dans la classe, Ben Ross a dit... il a fait un discours très enflammé dans lequel il fait l'apologie de la vague et il dit notre pays part à volo, c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'autorité, les impôts sont toujours plus chers, les pauvres sont toujours plus pauvres, le gouvernement nous manipule. C'est de l'idée populiste, c'est vraiment haranguer les foules pour essayer de renverser le gouvernement en flattant la population. Et il dit la vague, ce n'est pas que un mouvement dans notre lycée, il y a plein de vagues partout dans d'autres lycées et nous, on va faire quelque chose d'exceptionnel, on va vraiment révolutionner le pays, on va changer les choses. Et du coup, les jeunes sont très excités et très heureux de tout ça. Et David et Laurie finissent par dire, ok, on va aller nous aussi au meeting parce que j'aimerais bien voir la tête de ce leader national qui est en train d'émerger. Parce que c'est ce que leur a fait croire Ben Ross. Et le chapitre se termine comme ça. Résumé du chapitre 17 et fin du roman La Vague. Donc le chapitre 17, c'est le dernier chapitre. Il commence dans l'auditorium qui est plein à craquer pour la conférence de La Vague qui doit avoir lieu à 17h. Et Ben Ross fait monter la tension comme une vraie star avec tout le monde qui est autour de lui
et ce mouvement de la vague qui a pris une ampleur énorme. Et il leur dit, voilà, maintenant on est tous réunis, on va changer le monde, etc. Et je vais vous montrer le visage de celui qui est notre nouveau leader et qui va faire de nous une nation merveilleuse. Et là, donc, il y a ces deux complices qui sont Karl et Alex qui projettent, parce que eux savent quelle est l'image à projeter, le visage de ce grand leader sur le tableau blanc, sur le tableau de cinéma. Et évidemment, on avait un peu deviné, il nous projette le visage de Hitler. Donc c'est Hitler en personne que Ben Ross désigne comme étant le leader national de leur mouvement. Alors Hitler est mort depuis longtemps, on se doute bien qu'il ne va pas faire revivre Hitler, mais ce qu'il veut, c'est faire un choc aux élèves, parce que les élèves savent qui est Hitler, savent ce qu'a fait Hitler, et il veut leur dire, regardez, vous étiez prêts à suivre un homme dont vous ne savez rien, et ça pourrait être quelqu'un qui a les idées d'Hitler. Alors évidemment, les élèves fondent en larmes, comprennent que la vague est finie, jettent leurs insignes, ils ont honte d'avoir suivi ce mouvement parce que ce n'est pas des mauvais enfants, ils ont été pris par le jeu. Et ça nous montre aussi que l'homme n'est pas forcément ni bon ni mauvais. C'est tout un livre qui montre le mécanisme d'adhésion à quelque chose de dictatorial. Ça montre que finalement, pour en arriver là, il n'y a pas que la question de savoir si on est quelqu'un de bien ou pas quelqu'un de bien. Après, une fois dans le mouvement, il y a ceux qui vont plus loin et ceux qui se restreignent. Mais ce qui fait qu'on peut adhérer à une idéologie totalitaire, ça peut être simplement un mécanisme. Et tout le livre, il est fait pour montrer ça, pour montrer ce mécanisme qui fait qu'on est heureux d'appartenir à un mouvement et qu'au bout d'un moment, on est nous contre les autres et on finit par écraser l'autre et même sans pitié parce que l'autre ne doit pas menacer notre mouvement parce qu'on croit en notre mouvement. Donc la fin du livre, les élèves partent. Il y a Robert Billings, bien sûr, dont on s'inquiète. Alors Robert Billings, à la fin, lui, il n'a plus rien parce qu'il était quelqu'un qui avait une place dans le mouvement et quand le mouvement n'existe plus, eh ben, il redevient le pauvre garçon dont tout le monde se moquait. Et Ben Ross, qui est quand même quelqu'un de bien, lui dit, allez viens, on va aller manger ensemble quelque chose pour pas le laisser seul dans ce moment difficile. Et lui dit aussi que le costume, ça lui va bien, que finalement, lui, c'est quelqu'un pour qui la discipline et une certaine rigueur, ça a réussi. Donc ça ne veut pas dire que lui doit renoncer à tout. Il peut continuer à se comporter avec beaucoup de rigueur si ça peut lui apporter quelque chose dans sa vie. Et un tout petit parallèle, il y a le film qui est sorti, qui est intéressant à voir, même si il est beaucoup moins bien que le livre. Dans le film, Robert Billings, je ne sais plus le nom de l'acteur dans le film, il se suicide. Alors évidemment, c'est tout de suite trash. Le film est beaucoup plus sensationnaliste que le livre, parce que le livre, il est inspiré d'une expérience réelle, donc ils ont dû quand même se tenir un petit peu à la version d'origine. Mais dans le film, Robert Billings se suicide devant tout le monde, il y a du sang partout, enfin bon voilà, les gens pleurent, il y a les ambulances, mais ça montre en tout cas, autant dans le film que dans le livre, que ceux qui adhèrent au mouvement de la vague, ça peut être des gens qui avaient aussi un mal-être au départ, et ceux qui deviennent les plus dangereux et les plus radicaux, c'est pas forcément les plus forts, ça peut être aussi les plus faibles qui d'un coup se révèlent dans ce fonctionnement et qui finissent par s'y retrouver. Donc comment est-ce qu'on évite d'en arriver là? C'est en étant aussi attentif à celui qui dans un groupe est en souffrance, celui qui n'arrive pas à se faire sa place, et c'est ces personnes-là, comme l'était Hitler dans la vraie histoire. Hitler, c'était quelqu'un qui a fait de la prison, qui a été rejeté, qui peignait mais qui n'était pas reconnu. Alors il avait sûrement une nature un peu paranoïaque parce que Hitler peut-être se sentait rejeté alors qu'il n'était peut-être pas forcément autant que ça, mais en tout cas, une société, si elle veut pouvoir avancer et éviter de tomber dans des choses dramatiques, elle doit être attentive aux plus faibles et aux plus exclus, et elle doit essayer de leur faire une place qui soit autre que une grosse rancœur qui est nourrie comme ça et qui peut à tout moment exploser et se retourner contre la société elle-même. Voilà, c'est un livre vraiment très très intéressant et qui est bien adapté aux adolescents parce que ça permet de découvrir comment le mécanisme du groupe et qu'est-ce que c'est une communauté et d'apprendre à devenir des adultes qui savent faire une place à l'autre, quelle place, et qui aident à fonctionner la communauté sans devenir quelque chose d'exclusif et de dictatorial. Vraiment, c'était un grand plaisir de lire ce livre. Et si vous l'avez lu pour l'école, vous avez bien de la chance, c'est que votre prof a fait un très bon choix. Et si vous l'avez lu par vous-même, eh bien, vous avez fait un très bon choix aussi. Voilà, fin du résumé de ce livre.